Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve une nouvelle semaine pour parler MLS, pour parler foot ensemble pendant quelques minutes. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode aujourd'hui, toujours un grand plaisir de vous retrouver. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent le podcast pour commencer, qui le like, qui le partagent sur les réseaux. Vous êtes toujours autant au rendez-vous et ça me fait extrêmement plaisir de parler MLS avec vous tous les jours, de voir que ce championnat suscite de plus en plus d'intérêt chaque semaine. Donc cette semaine, on va parler comme d'habitude, un petit débrief des matchs du week-end dernier. Ensuite, on parlera des actus de la semaine où, comme d'habitude, pensez à rester actif ce soir, il y a pas mal d'infos qui vont sortir. Et on finira par la partie que beaucoup attendent, c'est-à-dire la partie Fantasy Sport, Sora ou Fantasy MLS. Euh, Écoutez, on va partir déjà sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Comme d'habitude, les tops, les flops. Je vous avoue que j'ai pas été un très bon élève la semaine dernière. J'ai pas vu énormément de matchs, mais je me suis coltiné quasiment, enfin même presque tous les résumés de matchs. Donc on va commencer par les tops. Ce match-là, j'ai vu un bout. C'est Toronto qui a été très solide face à Colorado, même s'ils étaient menés 2-0, ils ont réussi à retourner le score sans un George Mihailovic qui risque encore d'être absent un petit peu. Josh Sargent donne la victoire. Franchement, non, une belle prestation de cette équipe de Toronto, donc qui s'impose 3-2 face aux Rapids, qui ont toujours autant de mal à se déplacer à l'extérieur. Et on en parlera dans les points négatifs, mais un Zach Steffen qui, comme je le dis depuis quelques semaines, fait très très peur dans les buts. Les autres points que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vu aussi ce match, c'est Salt Lake qui a disposé de 3-1 de SKC avec un Diego Luna et un Gozo qui a mis le but de la semaine, Xavier Gozo. C'est vraiment avec David Martinez les deux pépites, on va dire, sur ce début de saison. On les connaissait déjà, mais qui se révèlent vraiment cette saison. Le deuxième but est aussi magnifique avec transition, qualité technique, enfin Guilavogui pour Gozo, pour Solance qui est très très intéressant devant et qui a toujours le lead sur Olatunji. Non, cette équipe de Salt Lake est très intéressante. Je pense qu'on va les retrouver en playoff cette saison et ils vont embêter pas mal d'équipes dans la conférence Ouest. Ensuite, je voulais souligner autre chose, donc c'est New England. New England qui a gagné 3-0 face à Montréal, encore un super match des copains de Montréal. Non, mais Luca Langoni, je voulais le souligner, qui a pris le lead clairement sur Carles Rill dans les coups de pied arrêtés, au niveau dépositaire du jeu. Enfin, Carles Rill est toujours là, mais Langoni est en train de prendre de l'épaisseur dans cette équipe et est très très intéressant. Un autre duo, même trio intéressant que je voulais souligner, c'est le du Bangasson. Bangasson, triplé de Banga en 10 minutes sur 3 passes d'Edson. Son a même rajouté une passe D. Lloris encore clean sheet. Et encore cette semaine, hein, là ils ont quand même éclaté, il n'y a pas d'autre mot, Cruz Azul à domicile. 3-0, donc Son est impliqué dans un but. David Martinez a été incroyable et met un doublé fou. Et non, vraiment, cette équipe de LAFC est très solide et encaisse très peu et fait très très mal et monte en puissance. Et au passage, je voulais souligner que j'étais très content de voir Tyler Boyd de retour sur les terrains, donc qui jouait le week-end dernier. Ça fait vraiment plaisir et il a mis son petit but, hein, la connexion à l'ancienne un peu Nashville avec une assist de Shufflebourg, donc super centre pour la tête de Boyd. Je voulais parler également de Vancouver qui avait l'air fatigué avant la trêve, qui était mené par Portland à domicile et qui menait 2-1 à la 90e, penalty de Müller indiscutable avec une main d'Anthony où je sais pas ce qu'il fait à mettre la main au-dessus de sa tête.
de partout. Et à la 95e, c'est Sébastien Berhalter sur un tacle au milieu de terrain. Il vient, enfin même dans sa partie de terrain, il vient récupérer la balle sur un tacle, sur le contre. Il est complètement cuit. On le voit, il avance à 2 à l'heure. Et magnifique frappe imparable. Et victoire de Vancouver, donc 3-2. Cette équipe est, je pense, très très dangereuse, surtout qu'elle n'a plus la CONCACAF Champions Cup. Une autre équipe dangereuse, c'est l'équipe de Tonton Bruce Arena, San José, qui a écrasé San Diego 3-0. Encore un clean sheet, 5 victoires, une défaite en 6 journées et 5 clean sheets quand même. Tsakiri, super but. Preston Judd, qui est un joueur mis dans MLS, qui se révèle. Il y avait toujours pas Timo Werner, gêné par son dos. Et une superbe équipe de San José, mais jusqu'où vont-ils aller? Ça me rappelle vraiment l'équipe de New England qu'il avait à l'époque quand il a soulevé le Supporter Shield. Cette équipe, il n'y a pas vraiment de stars, à part Timo Werner, à l'époque c'était Carles Riel. Et est-ce que Carles Riel, à l'échelle du football mondial, c'est une star? Pas du tout. Donc voilà, très très intéressant ce que fait Bruce Arena sur sa saison 2, où l'année dernière on se posait des questions, moi je le moquais en disant il a fait venir tous ses copains de New England, mais il se passe rien là cette année, c'est très convaincant. Columbus s'est rassuré en allant battre Atlanta. Atlanta, bon, on va en parler après, mais Wessam Abouali, nouveau doublé, 5 buts, une assist en 6 matchs. Vraiment un top attaquant, hein. Mais bon, Columbus, c'est 5 points en 6 matchs, mais quand même, c'est 4 matchs à l'extérieur. C'est pas encore convaincant. Mais ils vont jouer 4 de leurs 5 prochains matchs à domicile, donc là on va avoir un peu plus de réponses sur ce que Rick Strome veut mettre en place. C'est encore un peu flou. Pour moi, Diego Rossi n'a pas pris la pleine mesure de ce début de saison. Donc s'il se met à jouer, Diego Rossi avec Wessam Abouali, ça peut être très très intéressant. Ensuite, je voulais souligner un match qui avait l'air très intéressant à regarder. J'ai vu que le résumé, mais le LA Galaxy Minnesota avait l'air d'être un match très sympa. Bon, et les Galaxy, c'est 2 défaites en 3 matchs à domicile cette saison. Faudrait quand même pas que ça dure. Ils ont perdu en plus cette nuit à Toluca 4-2. C'est une équipe qui est dans le dur. J'arrive pas à juger leur niveau. Ils ont quand même fait un bon recrutement. Ils ont des bons joueurs à tous les postes, mais j'arrive pas à les juger. En tout cas, à Minnesota, on a un Pereira qui est vraiment bon. Markanic repart sur ses bases l'année dernière et Rames Rodriguez devrait très prochainement intégrer le 11 titulaire. Ensuite, voilà, une équipe où je la critique, je dis à chaque fois que si elle n'existait pas en MLS, elle ne nous manquerait pas, c'est Austin qui a été très solide face à Miami. Tape 2 fois les montants, ils ont fait mal à Miami. Bon, après, ils ont eu un super Brad Stuver, hein, il faut pas oublier de le noter, mais offensivement, Rosales, Nelson, Unzuni, Torres, c'est quand même en train de vous prendre un petit peu. On voit des choses très intéressantes qui se dégagent par période. Et aller faire un résultat dans le nouveau stade de Miami n'était pas donné forcément d'avance. Moi, je pensais qu'ils allaient se faire éclater. Eh bien non, pas du tout. Je voulais parler de Zinkernagel, qui est de retour aux affaires avec Chicago, très bon dans la victoire 1-0 face à Nashville, buteur dès la première minute. Et ensuite, ils ont quand même tenu, ils ont mis en échec clairement cette équipe de Nashville qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Saletros au milieu, je voulais le souligner, c'est un super joueur, il contrôle techniquement le milieu, c'est très propre, il casse des lignes. Vraiment un super joueur. Et puis bah, Chris Brady qui a été incroyable à l'image de son super barré sur le coup franc d'Ali Mouktar qui est incroyable. Au passage, Ali Mouktar, un peu décevant quand même cette saison, mais je pense que voilà aussi il y a tous ses collègues autour qui ont pris un peu d'ampleur. Donc en parlant d'Espinoza, en parlant de Surridge, mais Mouktar en 6 matchs de championnat, c'est que 2 passes D et rien en CONCACAF, donc voilà. Décevant Yanni Mouktar sur ce début de saison de mon côté. Une équipe qui ne déçoit pas mais qui continue sur sa bonne dynamique, c'est le Dallas FC. Dallas qui éclate d'ici à d'ici. C'est complètement dingue d'aller passer tout simplement un score aussi large de 4-0 à d'ici avec encore un Petar Moussa, un Farrington et en ayant 1,7 de XG. Donc c'est une équipe qui est très très efficace et à tout ça va s'ajouter Santiago Moreno. Donc ça va être encore plus intéressant cette équipe de Dallas. On a Charlotte qui a encore été de solide à domicile, même si Philadelphie a été mal payé. Zaha commence à agacer son coach. Là, il est suspendu, 5e jaune quand même en 6 matchs. Bon, il a eu des douleurs, il s'entraîne pas cette semaine, mais bon. Zaha qui agace aussi Dean Smith du fait qu'il a pas re-signé, donc bon, on va en parler après dans les actus club. Mais voilà, Zaha, c'est un peu compliqué, hein. On sait que de toute façon, c'est un joueur caractériel et compliqué à gérer. Les Red Bull New York qui se rétablissent, mais qui enfoncent un peu plus Cincinnati en leur mettant 4-2. Cincinnati en grande difficulté à la finition.
Et enfin, c'est Seattle qui est vraiment la bête noire de Houston qui est allé les battre. Donc voilà. Seattle continue son bonhomme de chemin, même si cette nuit, ils ont perdu 2-0 aux Tigres. Bon, est-ce qu'il y a de l'étonnement? Pas vraiment. On va passer au flop. Donc les flops, comme je vous l'ai dit, il y a Zach Steffen, une bonne première mi-temps et ensuite il coûte 2 buts. Moi je vous l'ai dit, hein, pour moi Hansen, depuis ça fait 2-3 semaines, je vous dis, il peut jouer à sa place. Zach Steffen a perdu sa place en sélection et clairement c'est vraiment un gardien très très moyen, hein. Franchement ce Zach Steffen, hein, on nous l'a un peu survendu des années, mais alors lui, vraiment moyen. Dans les flops, est-ce que c'est un flop? C'est Nashville qui a été cueilli à froid, mais je pense qu'après la trêve, ils avaient vraiment l'idée de performer en CONCACAF Champions Cup. En tout cas, ils ont été mis en difficulté et il aura fallu 14 matchs officiels pour que Schwake soit battu et perde avec Nashville son premier match. Ensuite, c'est SKC, c'est tellement nul, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, mais vraiment, cette équipe, c'est pire que Montréal. Mais heureusement, ils ont joué au Belgique, hein, vous voyez, à 2-1, ils relancent le match, et il peut mettre le 2-2, enfin voilà, heureusement, ils ont ce joueur, mais ce joueur mérite tellement mieux qu'une équipe de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une équipe de merde, SKC, c'est timide, le recrutement, c'est approximatif, c'est bancal, bref. Euh, Ouais, ils ont viré le directeur sportif, ça veut dire que même eux, ils se rendent compte qu'ils vont nulle part. Enfin voilà, encore une saison, ils vont être dans les bas-fonds du classement de toute façon, hein, cette saison. Après, écoutez, c'est Donabrel, Gargamel, comme vous voulez, coach de merde, 40 matchs. J'ai jamais vu un coach aussi nul en 40 matchs et toujours être à la tête d'une équipe. Je pense que c'est parce qu'il est italien avec les propriétaires aussi. On est quand même sur un coach qui a 41 matchs à son actif avec une équipe et qui a 0,90 points par match. C'est nul. Mais comment il peut être encore en place ce gars? Mais franchement, je me propose si vous voulez Montréal, hein. J'ai plein de noms même à vous proposer, mais même moi je peux aller coacher, hein. Je pense que juste en mettant les joueurs aux bons endroits sur le terrain, je peux pas faire pire, hein. Franchement, on peut pas faire pire que lui. C'est une catastrophe. Bref. J'en ai assez parlé avant la trêve, j'ai assez mis de cartouches, mais je pense que s'il y a défaite, et j'espère que s'il y a défaite, et j'espère une défaite de Montréal ce week-end face à Philadelphie, pour qu'enfin on lui coupe la tête et qu'il dégage et qu'il aille loin. Mais bon, après qui vont nous mettre à la place, ça c'est une bonne question, ils sont capables de nous mettre un coach de merde encore derrière. Bref, je voulais faire un point sur les nuls de MLS, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Orlando, mais Griezmann, il sait où il a mis les pieds? Alors, c'est une saison qui s'annonce quand même compliquée. 23 buts encaissés en 6 matchs, c'est 3,8 buts. Ils ont pris 6-0 à LAFC. Et si ça fait 10-0, il n'y a pas photo. Ils étaient menés 5-0 à la 40e. Et ensuite, à LAFC, ils se sont dit, attends, on a CONCACAF Champions Cup la semaine prochaine, on va peut-être lever le pied. Waouh, mais c'est une équipe qui est aux abois. C'est compliqué. Philadelphie. Alors, Philadelphie, c'est différent. Je trouve qu'ils sont mal payés depuis quelques matchs. Je pense qu'ils vont quand même aller embêter Montréal. Atlanta, ils ont Pinocchio, enfin pas Pinocchio, ils ont un mec du Cirque Pinder dans les buts, Hoyos, mais qu'il est nul lui aussi, putain, mais franchement, tu perds Guzan à 40 ans pour Hoyos, catastrophique. Franchement, la frappe où il lève le bras en l'air en mode ça part au-dessus, ça va sous sa barre, sur le but de Wessam Abouali, mais j'en peux plus. Mais cette équipe, elle me fatigue, c'est poussif, il se passe rien dans le jeu, il n'y a pas de rythme, ça joue comme des sénateurs à 2 à l'heure. Columbus, ils ont joué avec la trouille au cul. Ils ont un début de saison catastrophique. T'es Atlanta, t'en profites pas. Tu sens pas une équipe qui a envie de gagner, tu sens pas des joueurs motivés, et on est reparti dans ce que je disais. Almiron représente aujourd'hui la lose. Il joue à l'envers et ça me fait mal de le dire, mais bon voilà, il y a rien de bon. Ensuite, Portland, c'est pareil un peu que les autres, hein, à quel moment Neuville il se fait virer là, Grabarois ou Grabavois, le directeur sportif il a encore conforté. C'est de ma faute si on a perdu. Donne ta démission. T'as été nul à chier à l'Inter Miami, t'es nul à chier à Portland. Mais comment un mec comme Neuville peut encore entraîner une équipe aujourd'hui? Lui, en fait, je pense, dans ses entretiens d'embauche, il arrive, il sort son palmarès de joueur, sa carrière de joueur. Tenez, je vais être un bon coach, hein, je vais être un bon coach. Mais à Miami, on l'a vu, il était nul. À Portland, on le voit qu'il est nul. Franchement, je comprends pas. Ou alors, il se vend très très bien. Mais c'est fort, c'est fort, hein, c'est très fort ce qu'il arrive à faire, hein. Mais vu les joueurs que Portland a à disposition, franchement, c'est une honte. Portland, ils ont vraiment des bons joueurs, hein. Mais alors, ce qu'ils font sur le terrain, c'est quand même compliqué.
Bon, après, la petite touche négative, c'est aussi Messi et l'inauguration. Messi qui est même pas le premier buteur de l'histoire dans le stade, c'est Biro, Guillermo Biro. Messi, bon, c'est le premier buteur de Miami, mais en plus de la tête, voilà. Et ils n'ont pas réussi à gagner le match. Bon, voilà, c'était le petit point négatif. Après, Miami a surdominé le match. Berterame encore sur le banc, on va dire il a fait une passe D, il a fermé les yeux, il a mis une tête, elle est partie 10 mètres à côté, Suarez était là, il le met. Donc c'est encore pas du tout ça Berterame, et il est même plus titulaire alors qu'ils l'ont payé 15 millions, on rappelle. Et San Diego, ça fait 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, 2 défaites, 2 nuls, et 12 buts encaissés, 5 cartons rouges en 5 matchs. Alors Dua, McVey, ils ont dû se lancer un petit concours les deux centraux, parce qu'ils sont à 2 rouges chacun sur les 5 derniers matchs. Compliqué quand t'es tout le temps à 10 de gagner un match. Mais voilà, bon, Dua, au-delà de son carton rouge, il montre de la fébrilité sur quelques relances qui peuvent amener des buts. Il coûte un penalty, rouge, erreur de relance. Enfin, ça fait beaucoup quand même au compteur de Dua qui est en difficulté. Et puis, bah, à un moment, le sujet du gardien, bah, il va falloir le relancer, hein, parce que Fréré, bah, il encaisse quand même beaucoup de buts, quoi. Et puis, bah, je voulais terminer sur une note un petit peu légère. C'est Diego Chara qui est devenu lors de cette 6e journée le recordman du nombre de cartons jaunes reçus en MLS, avec 124 cartons jaunes reçus en 16 ou 17 saisons de MLS. Donc voilà, petit point sur les scores. Donc Toronto a battu Colorado 3-2. Les Revs ont battu 3-0 Montréal. Salt Lake a battu SKC 3-1. Atlanta a perdu à domicile contre Columbus 3-1. Charlotte gagne 2-1 contre Philadelphie. Dallas a étrié cette équipe de DC 4-0 à domicile. Miami n'a pas fait mieux que 2-2 à domicile face à Austin. Un match qui était un peu dans l'oubli. NYCFC un partout à domicile contre Saint-Louis. Les Red Bull New York ont battu Cincinnati 4-2. Cincinnati, ça va pas beaucoup mieux, donc j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est pas rassurant. Chicago, gros résultat en gagnant 1-0 à domicile contre Nashville. Houston qui perd 1-0 contre sa bête noire Seattle à domicile. LAFC a éclaté 6-0 Orlando chez eux. LA Galaxy, nouvelle défaite à domicile 2-1 contre Minnesota. San Jose, on l'a dit, 3-0 contre San Diego à domicile. Et Vancouver a gagné 3-2 à domicile, ce qui fait qu'on n'a plus que LAFC comme club invaincu cette saison. Du côté classement, Nashville est en tête de la conférence Ouest avec 13 points, suivi d'NYCFC, de Charlotte et Miami à 11 points, et ensuite on a 3 équipes à 10 points, donc Chicago, Toronto, Red Bull New York, et ensuite on a DC et les Revs qui sont dans la zone play-in. Et en bas de tableau, bah, on a toujours Philadelphie bloqué à 0 points, Orlando et Montréal 3 points, Atlanta 4 points, Cincinnati à 6 points et Columbus à 5 points. De l'autre côté, bon, bah, LAFC est à 5 victoires, une défaite en 6 matchs, donc 16 points premier, suivi de Vancouver 15 points avec San Jose. Salt Lake est là, 4e ex-aequo avec Seattle avec 13 points. 6e ex-aequo, on a Dallas San Diego 11 points. Ensuite, on a Colorado 9 points. Minnesota ferme les play-in avec 8 points. Et puis après, on a Houston, Austin, les deux équipes du Texas à 6 points. C'est vrai que Houston, 6 points. Avec la pré-saison qu'ils ont fait, c'est quand même décevant. Et les Galaxy 12 points, 12e avec 5 points, pardon, égalité avec Saint-Louis, et Portland et SKC sont à 4 points et ferment la marche du classement de la conférence Ouest. La semaine dernière, l'équipe de la semaine, donc Chris Brady dans les buts, Fofana des Revs dans l'axe avec Uroguidé qui a fait un énorme match, Markanich derrière, Langoni, Tsakiris, Berhalter, Gozo au milieu, Son, Bouanga, Wessam Abou Ali devant, pas trop de surprises. Et bien écoutez, maintenant qu'on a vu tout ça, on va partir sur les actus de la semaine. Alors tout de suite, on va parler de Montréal. Donc l'entraînement d'hier, c'était la bonne nouvelle, c'est que Frankie Amaya s'entraînait. Sunusi, Ibrahim et Bodé Hidalgo sont absents. Ibrahim, on nous sort une excuse chaque semaine. Bon, c'est pas une grosse perte qu'il soit plus là. Sunusi, il faudrait plus le faire partir pour libérer un peu de masse salariale. À Orlando, donc hier, on avait Dorsey Johnson qui s'entraînait. Pasalic a commencé séparément et a ensuite rejoint le groupe. Cartagena a divisé sa séance, un coup avec l'équipe, un coup en travail individuel. Spicer, Nolan, Gerbet étaient à l'écart du groupe toute la séance. Et Atuesta ne s'est pas entraîné. Du côté de Vancouver, hier, donc Sean Lowe s'est fait une déchirure aux ischio-jambiers. Goal travaillé séparément.
La bonne nouvelle, c'est que Kubas, Veselinovic, Adegboubé étaient à l'entraînement avec le groupe. Donc Kubas potentiellement de retour ce week-end. Du côté de Philadelphie, bon, pas énormément d'infos, si ce n'est que Nathan Ariel, donc le défenseur, le latéral ou central, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028-2029 avec une option pour 2029-2030. C'est une bonne nouvelle pour Philly. Je pense que là, on était sur un joueur, il y a quelques mois, saisons, je me disais peut-être qu'il peut aller en Europe. Je pense que c'est un joueur qui a atteint à peu près son plafond et qui risque de rester en MLS plus longtemps qu'on ne le pensait. Charlotte, donc Pazza, comme je vous l'ai dit hier, donc Dean Smith a dit qu'il avait un problème de hanche et que du fait de sa suspension ce week-end, il ne prenait pas de risque avec lui. À Miami hier, donc Messi, De Paul, Reguilón s'entraînait, Facundo Moura également de retour avec le groupe. La seule absence, et on n'a pas de nouvelles, c'est Tadeo Allende, donc à noter. Minnesota, donc le 7 avril, donc c'était avant-hier, on avait Rames qui s'entraînait à fond, donc fin de sa petite maladie, hospitalisation où ça avait été démenti. Will Trapp était de retour à l'entraînement, Carlos Harvey était absent, Boxall, Peter Stroud était encore à part du groupe en rééducation. Du côté de Saint-Louis, on nous a donné, donc Yoann Damet, le coach de Saint-Louis, nous a dit avant-hier qu'Edouard Lowen était proche de faire son retour, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et Durkin s'est entraîné seul avant-hier, donc ce qui est apparemment normal, puisque après les matchs, en début de semaine, il gère sa charge de travail. Du côté de Toronto, donc avant-hier, on nous disait que Mihailovic et Zimmerman n'étaient pas là et que leur statut était inconnu, on ne sait pas quand ils vont revenir. Ils se sont pas entraînés en tout cas mardi, et c'est pas sûr qu'ils vont être disponibles ce week-end. Donc à suivre les dernières infos qui sortiront aujourd'hui et demain. Du côté de Vancouver, donc c'est la tuile pour Raphaël Priso qui sera absent 8 à 10 semaines suite à une déchirure aux ischio-jambiers qui s'est fait en sélection. Du côté de Portland, donc Neville a chouiné en conférence en disant j'en assume les pleines responsabilités, machin machin. On nous dit que Cole Bassett est proche de faire son retour, donc normalement Cole Bassett devrait revenir peut-être ce week-end. Du côté du Galaxy, la tuile c'est pour Nascimento, l'attaquant qui va être absent et qui sera réévalué d'ici plusieurs semaines, on nous a dit 3 semaines. Joseph Pinsil commence sa réintégration au groupe et Glesnes est à quelques semaines de son retour. Du côté de Chicago, donc l'entraînement de mardi, c'est Waterman, Rogers et Jack Elliott étaient présents. Kuipers et Mueller étaient encore hors du groupe sur le côté. À Atlanta, mardi, donc Berrocal était de retour et Galarza absent. Et enfin Cincinnati, donc mardi, Celentano était de retour et Christian Fletcher était également avec le groupe pour commencer l'entraînement, lui qui s'était fait les croisés. Donc voilà pour les infos de la semaine. Comme je vous le dis tout le temps, restez connectés sur mon compte sur Twitter X pour les dernières infos de ce soir, mais également les infos qui sortiront demain avec les rapports de disponibilité. Et puis écoutez, on va partir maintenant sur les match-up de cette 7e journée de MLS. C'est parti. On va attaquer donc les match-up de cette 7e journée de MLS. Donc à noter avant au niveau des suspensions, donc Zaha sera suspendu pour Charlotte, Powell pour Cincinnati, Miguel Navarro pour Colorado, Trevis pour Colorado, Dua pour San Diego, Edwards pour Toronto. Donc voilà un peu les suspendus qu'on aura ce week-end. On va attaquer par le match. Le premier match de cette journée, ce sera samedi à 19h entre Toronto et Cincinnati. Cincinnati qui écoutez, n'a pas pris un point en 3 déplacements cette saison. On va aller jouer contre une équipe de Toronto qui a pris quand même 7 points en 3 réceptions et qui est une équipe solide, invaincue depuis 4 matchs. Écoutez, cette équipe de Cincinnati qui peine un peu dans tous les secteurs du jeu, qui a quand même encaissé 11 buts en 3 déplacements avec seulement 3 buts marqués, face à une équipe de Toronto qui, je pense, va prendre la mesure de cette équipe de Cincinnati. Est-ce qu'ils auront Zimmerman et Georgie pour compléter leur groupe? Je ne sais pas, mais je vois vraiment cette équipe favorite de Toronto qui a su rebondir la semaine dernière en étant mené 2-0 face aux Rapids et retourner le match. Pour les pics, moi je dirais l'Ariea est intéressant. On a également Josh Sargent devant, Salois va l'être également. Du côté de Cincinnati, vous pouvez quand même avoir un Denki ou un Evander d'intéressant. Evander fait pas du tout de A. Denki non plus, c'est compliqué d'aller chercher des joueurs cette saison chez eux. Mais bon, Toronto a quand même encaissé sur chacun de ses matchs à domicile. Ils ont sorti un seul clean sheet, donc c'était lors de la dernière confrontation entre les deux équipes
le 9 mars où Toronto était allé gagner 1-0 à Cincinnati. Mais sinon, bah voilà, je pense qu'on peut avoir un but des deux équipes. Je vois pas trop de clean sheet dans ce match, mais je vois Toronto marquer au moins 2 fois et l'emporter. Le match qu'on aura à 20h30, ce sera un Austin et les Galaxy, le match de la peur un peu pour le Galaxy et puis bah même Austin, hein, parce que les deux équipes sont à un point d'écart, 11e et 12e. Euh, Austin, il y a un petit peu de mieux quand même. C'est une équipe qui a été faire un nul 0-0 à LAFC, qui a fait un 2 partout à Miami. Donc c'est quand même positif à l'inverse des les Galaxy qui est maintenant sur 3 matchs sans victoire, qui a perdu 4-2 en milieu de semaine à Toluca, qui va peut-être miser sur une qualification, car rien n'est fait à 4-2. Il y a la règle du but à l'extérieur, il suffit de marquer 2 buts à domicile et vous êtes bien. Donc je pense que on peut avoir une équipe remaniée des les Galaxy et les Galaxy est toujours une équipe qui a du mal à se déplacer, un point pris en 2 déplacements et 5 buts encaissés face à une équipe d'Austin qui est quand même relativement solide à domicile et qui n'a pas perdu depuis le début de saison, 2 nuls, enfin 3 nuls et enfin non 2 nuls pardon et une victoire. Moi je pense qu'Austin est favori sur ce match. Il y a des individualités qui sont en train de monter en puissance. Je pense que Uzuni est intéressant, il monte en puissance. On a également Facundo Torres. Et puis bah, bien sûr, vous avez Brad Stuver qui va être intéressant. Et je n'exclus pas que cette équipe des Galaxy fasse tourner. Donc attention si vous avez des joueurs des Galaxy à ne pas forcément les mettre comme Gabriel Peck ou Klose. Je pense que ça peut tourner. En même temps, on aura donc à 20h30 donc Montréal qui reçoit Philadelphie. Ça, c'est le match entre les cancres, on va dire, un peu à l'est. Montréal 3 points, Philadelphie 0 points. Mais comme je dis, Philadelphie s'est mal payé cette saison depuis quelques temps. Montréal qui est quand même sur une dynamique où ils ont encaissé 9 buts en 3 matchs. C'est compliqué. Je pense qu'on va avoir un match à but. On est deux équipes qui encaissent beaucoup. Après, Philadelphie est capable de tenir quand même avec une défense solide. Je pense qu'ils vont prendre la mesure de cette équipe de Montréal. Mais bon, il n'y a pas de joueurs très très sexy dans les deux équipes qui sont intéressants à jouer. Donc pour moi, c'est un match quand même à éviter si vous jouez au Fantasy Sport parce que c'est quand même très incertain sur l'issue du match. À 22h45, on aura un Portland LAFC. Là, ça suscite pas mal de questions. LAFC qui est invaincu encore en MLS, qui va jouer une équipe de Portland qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, 4 défaites, 1 nul. Cette équipe de LAFC qui a quand même gagné 3-0 son match aller de CONCACAF Champions Cup à domicile, mais qui va aller au Mexique. Je pense qu'ils vont vouloir mettre encore une équipe cohérente. Attention, Denis Bouanga a été papa. Il a mis des photos sur Instagram, donc je ne sais pas. Ça se trouve entre 2 matchs, il vient d'être papa. Peut-être qu'il peut tourner ce week-end. C'est que mon avis. Méfiance quand même. Denis Bouanga peut-être tourner et être frais, arriver frais la semaine prochaine. Minson avait tourné la dernière fois. Match à l'extérieur à Portland. Donc méfiance tout de même dans ce match. Je pense qu'on peut avoir de la rotation et peut-être que Portland à domicile peut éventuellement accrocher cette équipe de l'AFC. Même si vous avez toujours les pics Lloris, Porteus qui vont être solides, bon bah Son Bouanga à tout moment peuvent faire la différence face à une équipe de Portland très très poreuse défensivement. Moi j'aime bien Velde et Dacosta à Portland qui amènent du danger offensivement et qui sont intéressants et qui peuvent gêner cette équipe. Ensuite, on passe au match de la nuit. On aura un super match à 1h30 entre Charlotte et Nashville. Charlotte a la possibilité de passer devant Nashville qui a fait un 0-0 à domicile contre Club América et qui va avoir fort à faire à aller au Mexique. Donc je pense que Nashville va faire tourner, ça va mettre au frais. Donc Charlotte a vraiment un avantage. Qui plus est, ils vont enchaîner leur 4e match à domicile, Charlotte. Ouais, complètement fou, comme je le disais, celui qui a fait le calendrier a fait des dingueries. Mais ensuite, ils vont se déplacer 4 fois. Donc Charlotte à domicile, on le sait, c'est toujours très solide. Il reste quand même sur une invincibilité depuis un bon moment en MLS à domicile. Je vois des pics intéressants. Donc il n'y aura pas ça, mais bon, Toklo Matisse c'est intéressant. Pep Bill également. On aura également Westwood qui est pas mal. Kalinja, vous le savez, c'est solide. Arito Follow dont je vous parlais la semaine dernière. Après, Nashville a été capable de tenir un résultat et même d'aller battre Columbus entre 2 matchs. Mais bon, Columbus, sans leur manquer de respect cette saison, c'est pas Charlotte. Donc, beaucoup d'incertitudes sur Nashville. J'irai pas forcément sur eux, mais vraiment sur Charlotte sur ce match.
Un autre match qui est intéressant, c'est Miami à 1h30 qui va recevoir les Red Bull New York. Donc Miami, mine de rien, invaincu depuis le début de saison, depuis qu'ils ont perdu contre LAFC. C'est 2, 4, 6 et 8 matchs sans défaite, mais c'est 4 nuls et une victoire sur leurs 5 derniers matchs. Donc ça cale un petit peu. Offensivement, un petit peu moins de réalisme, très très dépendant de Lionel Messi. Les Red Bull New York en face, je pense comme d'habitude, avec leur jeunesse, ils vont le payer. Ça peut être compliqué, c'est quand même une équipe qui encaisse beaucoup de buts, les Red Bull New York. 13 buts encaissés en 6 matchs, même si Miami en a encaissé 10. Je vois Miami favori. Bon, bah, bien sûr, vous le savez, Lionel Messi, enfin, c'est un pic les yeux fermés. Mais après, le reste, c'est compliqué. De Paul, bof. Allende est incertain, il n'était pas à l'entraînement. Est-ce que ça va être Berterame? Je vois en tout cas Miami encaisser parce que Miami n'arrive pas à sortir de clean sheet ou très très peu, et Sinclair est pas rassurant dans les buts. Donc éventuellement un Julian Hall toujours intéressant, Forsberg également. Donc voilà un peu pour le match où je vois Miami gagner 2-1, 3-1 ce match. En même temps, on aura un New England DC United. Deux équipes qui sont dans la zone play-in. New England a un match de retard, mais je pense qu'on va avoir un match serré. J'ai du mal à sortir un vainqueur. Je pense quand même que cette équipe de New England peut faire le taf, hein. Ils ont quand même deux matchs à domicile cette saison où ils ont mis 9 buts en deux matchs. Donc 6-1 contre Cincinnati, 3-0 contre Montréal. Une équipe qui peut embêter cette équipe vraiment de DC qui a fait 3 matchs à l'extérieur, 4 points pris, mais 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Je pense qu'on va avoir un match avec assez équilibré. Bon, comme d'habitude, vous avez Langoni, Carles Rill vont être intéressants, même Matt Turner, je pense. Je dirais quand même plus du côté de New England sur ce match. À 1h30, on aura, c'est assez surprenant, un Vancouver NYCFC. NYCFC qui cale depuis 2 matchs. Bon, ils ont perdu à domicile contre Inter Miami, il n'y a pas à rougir. Nul à domicile contre Saint-Louis, c'est un peu une contre-performance. Et ils vont recevoir Vancouver qui s'est repris ce week-end, enfin le week-end dernier, en gagnant un 3-2 chez eux contre Portland. Et je pense que bon, bah, ils vont prendre la mesure de cette équipe de New York, maintenant qu'ils ont plus qu'un match par semaine. Donc vous le savez, hein, bien sûr, du côté de Vancouver, bon bah Sébastien Berhalter, même Takaoka dans les buts, c'est intéressant. Vous avez Muller, vous avez Brian White, voilà. Bon, Blackmon derrière. Donc si vous avez un stack Vancouver, je pense que c'est une bonne idée pour ce week-end. À 2h30, on aura un Chicago Fire Atlanta United, et Chicago peut en effet mettre le fire à cette équipe d'Atlanta. Chicago qui est sur une bonne série, hein, parce que ils sont quand même sur 3 victoires, un nul, une défaite sur leurs 5 derniers matchs de MLS. Face à eux, Atlanta qui a complètement raté ses matchs à domicile où ils ont enchaîné 4 matchs à domicile pour seulement 4 points. Et à l'extérieur, on est sur une équipe qui a fait 2 matchs de défaite. Donc je vois Chicago clairement les éclater. Je vois bien Kuipers, s'il est de retour, attention, toujours incertain. Après, vous avez Bamba qui est en grande forme en ce moment, Zinkernagel qui revient bien. Donc voilà, les pics intéressants pour moi se trouvent plutôt du côté de Chicago face à cette équipe d'Atlanta tant qu'elle ne donne pas plus de sérénité dans le jeu. On aura un Dallas-Saint-Louis en même temps. Alors, Dallas, c'est vraiment c'est mon équipe coup de cœur qui marque beaucoup de buts, hein. On est quand même sur une équipe qui a mis 11 buts sur les 3 derniers matchs. Et pas n'importe qui. Ils en ont passé 3 à San Diego, ils en ont passé 4 à Houston et ils en ont passé 4 à DC. Donc, Saint-Louis, qui est une équipe qui a fait que des défaites à l'extérieur. Bon, ils se sont fait un petit nul un partout à New York City, mais je vois vraiment une équipe de Dallas les martyriser à domicile avec un Petar Musa et un Farrington en grande forme. Valiente est également très intéressant. À voir si notre ami Santiago Moreno est titulaire, mais voilà, clairement, je vais sur Dallas qui, je pense, va marquer plusieurs fois. On aura un SKC San Jose, donc San Jose a encore la possibilité d'enchaîner face à une équipe d'SKC en grande difficulté, vous le savez. Donc San Jose, c'est 5 clean sheets en 6 matchs cette saison. Et je pense qu'ils vont aller enchaîner à SKC. Bon, après, il y a un facteur X en face qui s'appelle Joe Belgique qui peut marquer contre n'importe quelle équipe. Donc je sais pas s'ils sont capables d'aller tenir un clean sheet. Vous voyez, vous imaginez, juste pour un joueur, je vous dis, je suis pas sûr. Mais Preston John, Tsakiris, c'est intéressant. Bolleroux, vous le savez. Daniel dans les buts, super pick. Et puis Werner, suivant les rapports de disponibilité, sera également intéressant.
À 3h30, on aura un petit match sympa entre les Rapids de Colorado et Houston Dynamo. Houston, comme je me faisais la réflexion, qui reste quand même sur une victoire sur ses 4 derniers matchs. Donc, qui encaisse quand même beaucoup. À l'inverse, Colorado reste sur 2 victoires à domicile. Donc sur leurs 2 seuls matchs à domicile, ils ont pris, 6 points, 6 buts marqués, 1 encaissés. On sait qu'en altitude, c'est toujours dur d'aller les jouer. Donc, Navarro-Guilherme, c'est un petit duel qui va m'intéresser ça. Je pense que Colorado est une équipe capable de marquer, 2 buts, avec son attaquant Rafael Navarro, Paxton Aronson intéressant et la question du gardien sera: est-ce que ce sera Stephen qui est le capitaine ou est-ce qu'on aura, Hansen qui va prendre le lead? En tout cas, voilà, un match qui s'annonce intéressant où je pense qu'on peut voir des buts et un match animé. On aura ensuite à 4h30 un San Diego Minnesota, celui-ci est pas mal. Celui-ci me plaît beaucoup entre 2 équipes joueuses. Minnesota qui s'est bien remis sur les 2 derniers matchs en faisant un nul face à Seattle, et une victoire à LA Galaxy à l'inverse de, San Diego comme je vous disais qui est sur 2 nuls, 2 défaites sur ses 4 derniers matchs. San Diego, c'est le match pour se relancer qui quand même à domicile est invaincu cette saison. Je pense qu'on va avoir une équipe qui va, ressortir les crocs, hein. C'est quand même 7 points en 3 matchs à domicile, 9 buts en 2 encaissés. Minnesota a quand même pris 12 buts en 4 matchs à l'extérieur. Ça va être leur 5e match sur 7. Donc je pense qu'on peut avoir des buts, donc vous le savez, Dreyer. Dverskov qui score plus du tout en ce moment, panne sèche comme son équipe sur Sorare. Donc moi j'irais plus sur Ingvartsen, Dreyer. Et puis en face, j'ai hâte de voir Rames Rodriguez enfin ce qu'il peut faire. Et puis vous avez Joaquin Pereira, toujours très intéressant. Et enfin le dernier match, donc on n'a pas de match dimanche soir, enfin en Europe, mais on aura un match à 1h du mat entre Columbus et Orlando, entre 2 équipes en difficulté. Orlando, nouveau déplacement, Orlando donc 23 buts encaissés cette saison, à l'extérieur c'est 3 matchs, 16 buts encaissés, 0 marqué, 0 but, donc parfait pour que Columbus continue à se relancer suite à sa victoire à Atlanta la semaine dernière. Donc Wessam Abouali, Rossi, c'est vraiment des pics qui vont être intéressants. Vous avez également Chambos, vous avez Arfston, Amundsen, Camacho, même Schulte, ça peut être intéressant. Donc c'est un bon match-up pour Columbus ce week-end. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous remercie de le noter, de le partager sur Spotify ou sur les autres plateformes. Et puis, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine. Et ouais, vacances, donc je ne serai pas là pour vous faire un épisode. Mais dans 2 semaines, sans faute, on se retrouve pour un nouvel épisode de MLS Time. À bientôt.